Salut tout le monde. Salut à tous. Aujourd'hui, je participe. Oui. Événement spécial. Ah oui. On va parler de la maison qui a été construite. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui voulaient plus d'informations à ce niveau-là et qui nous ont contactés à plusieurs reprises pour dire de demander des informations, mais à quand sortirait une vidéo à ce sujet-là. Mais bien voilà. Oui, on a pris le temps, mais bon, il a fallu qu'on s'installe aussi. Il y a eu quelques petits retards dans la construction, mais bon, ça y est, on y est. C'est pour ça qu'on va vous donner le plus d'informations possible à ce niveau-là. Mhm. Alors on va d'abord vous parler de notre expérience, donc c'est pas la même chose pour tout le monde, il faudra à vous de faire vos recherches. Ouais. Certains. Donc on vous parle de notre expérience et de comment ça s'est passé avec nous. Ouais. Alors on va vous signaler tout d'abord que les prix varient selon les provinces. Le prix varie également en fonction des contracteurs, des entrepreneurs. Donc on va vous parler de ça et faire un genre de synthèse sur tout ça, les prix. Évidemment, on ne vous parlera pas des prix exacts parce que bon, ça c'est personnel, on ne dira pas exactement combien on a payé, c'est tout à fait normal. On ne vous parlera pas non plus des locations. Vu les événements dans le pays pour le moment, il est déconseillé de donner des locations précises sur Facebook, tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux. Donc on va éviter. On va vous donner une généralisation, disons. La première chose qu'on a fait, c'était trouver un entrepreneur dans nos prix. Ouais. On avait une idée des prix par rapport à notre ami qui est dans le métier de la construction dans le Santa Elena, mais on a dû évidemment trouver quelqu'un ici dans le Manabí. Donc on a contacté 3 personnes différentes pour voir si les prix étaient les mêmes ou pas. Et selon le fait qu'on soit expat ou pas, ou si vous faites affaire avec des locaux ou des gens plus relayés aux expats, les prix peuvent vachement différer. Ouais. Bon, vous avez évidemment des contracteurs qui parlent anglais, donc ça fait toute une différence. Les contracteurs qui parlent anglais dealent beaucoup avec les expats. Immanquablement, vous payez l'extra pour la barrière du langage, ni plus ni moins. Si vous vous débrouillez en espagnol, vous pouvez faire affaire avec un entrepreneur local qui deal avec juste des Équatoriens. Et puis, ça a été notre choix parce que bon, la différence de prix était énorme juste pour le langage, en somme. C'est limité à ça. En somme, le supplément que vous payez, c'est pour avoir la facilité de quelqu'un qui parle votre langue. Et en général, anglais, il ne faut pas espérer français. Non. Mais c'est tout. Si vous vous débrouillez en espagnol, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Et du coup, je vais vous donner un petit peu une idée des prix que lui offrait. Donc pour ce qu'ils appellent les finitions, parce qu'ils ont différentes catégories de prix par rapport à ce que vous voulez, évidemment, dans les finitions. Donc lui, ça allait pour des finitions basiques de 450 à 500 $ au mètre carré, évidemment, toujours. Pour les médiums. Les finitions médium, oui, donc moyennes, oui. qu'ils appellent ça médio. Vous avez une autre tranche de prix. Oui, ça allait de 500 à 600. Les finitions hautes, donc un petit peu plus de choix différents, ça allait de 600 à 800. Et évidemment, après, le luxe là, c'est 800 et indéfiniment. Non, c'est pas de limite. Aucune limite. Donc, à vous de vous baser. Maintenant, quand il parle de basic, de basico, c'est vraiment la gamme le plus bas au niveau du mobilier, des carrelages, de ce qui est fourni à l'intérieur de la maison et aussi à l'extérieur. Ouais. Pour tout ce qui est sanitaire et tout, c'est vraiment les choses de base, quoi. Maintenant, en dealant, peut-être signaler aussi qu'en dealant avec des entrepreneurs qui dealent avec juste des Équatoriens, qui ne dealent pas avec les expats,
Vous pouvez même trouver des entrepreneurs qui vont travailler pour 350 $ du mètre carré. Oui. Mais là, on tombe dans des prix, comme on dit en français, Vous en avez pour votre argent. C'est aussi simple que ça. Peut-être un peu trop bas pour une construction, c'est pas vraiment conseillé. Oui. Aussi dire que directement, il nous a expliqué que la plupart de ses clients faisaient un mixte entre les finitions de base et les finitions médium en général. Ouais, en général, ses clients, lui, c'est ce qu'il Oui. faisait et c'est ce qu'on a décidé de faire. On n'a pas pris le luxe parce qu'on ne peut pas se le permettre. On n'a même pas pris le alto, peut-être pour l'évier de la cuisine. Mais je sais même pas. Non, même pas. Donc, en général, c'est avec ce quoi il travaille, c'est un mélange entre le basique et le médio. Oui. Pour vous donner une idée de prix par rapport à un entrepreneur qui travaille avec des expats, Ouais. Un des deux que nous avons contacté, lui, rien que pour le gros œuvre, même pas les finitions, c'était 800 $ le 800 mètre carré. $ du mètre carré. Pour juste Les briques, les murs. le chantier, en Ouais. somme, pour ce qu'ils appellent ici l'obra gris. Et c'est juste les 4 murs, le ciment, enfin tout ce qui sert à la structure. Et rien dedans, pas de peinture, pas de meubles, pas de porte, pas rien. Donc, Le gros œuvre. Ouais. Donc c'était absolument impossible. La maison. C'est ridicule. C'est ridicule. Et tout ça pour la langue. Ouais. Ni plus ni moins que ça, juste parce que le gars parlait anglais. C'est un entrepreneur du Canada en plus. Donc, un Équatorien, mais il avait vécu au 20 Canada. ans à Toronto, donc, qui avait la double citoyenneté. Bon, c'était un compatriote, mais il ne nous a pas fait de fleurs pour autant. Non. 800 $ le mètre carré, à l'entrée que ça. Donc, on en avait contacté un autre. Ou là, même chose. Là, c'était pas juste le brasserie, c'était tout. Donc, pour la maison complète, il travaillait à 900 $ le mètre carré, encore pire. Mais bon, enfin, au moins, l'intérieur était fait, les peintures étaient mises, les portes étaient mises. Mais enfin, c'est des prix assommants juste parce que ça parle anglais et parce que c'est localisé dans des quartiers à haute densité d'expats, de gringos. Donc on a laissé tomber cette option-là, c'était pas possible. Donc on a contacté un entrepreneur local bien sympathique, bien gentil. Mais bon, qui a eu ces Oui, on en parlera. petits problèmes, disons. Oui. Ok, pour votre information, le contracteur, le builder que nous avons choisi a son entreprise basée à Porto Viejo, mais il travaille dans tout le Manabí, c'est-à-dire de Puerto Lopez jusqu'à Bahia de Caracas sans aucun problème. Il se déplace, il n'y a aucun problème. Donc, mais son bureau principal, son atelier, son entreprise est basée directement à Porto Viejo. Alors, on va parler des différentes étapes. La première, le proforma. Oui. Donc, quand on l'a choisi et qu'on a décidé de faire affaire avec lui, il nous a dit bon, on va faire un proforma. C'est-à-dire que c'est l'élaboration pour voir une évaluation de combien coûterait la maison. Oui. Donc, il vous donne une liste avec tous les matériaux possibles et imaginables et suivant votre choix, il établit une liste. Donc, bien souvent dans ce proforma-là, lui dans son prix, il inclut le design de l'architecte. Et à ce moment-là, il vous donne le proforma qui inclut donc toute la liste comme on vous l'a dit. Et vous prenez votre décision, vous faites affaire avec lui ou pas. Évidemment, c'est pas gratuit le proforma, ça coûte à peu près 1000 $. Ça dépend du nombre de mètres carrés vous voulez pour votre maison. En fonction du métrage carré, forcément, puisque il vous donne le prix des matériaux une vue d'ensemble. Oui, c'est une évaluation, plus ou moins. De combien ça coûtera pour faire la maison. Donc, vous payez cela parce que, il y a des gens, évidemment, qui refusent. Donc, en voyant les détails, ils disent non,
Donc lui, ça met quand même 2-3 jours à faire ce proforma-là. Donc il contacte son architecte, il design ça. Et, bon, évidemment, il ne travaille pas gratuitement, donc vous payez pour ce document. Et comme j'ai dit, c'est à peu près 1000 $, suivant la taille de la maison. Nous, on a été d'accord. Donc, on a été d'accord, donc on est passé à l'étape suivante. On a payé et nous sommes passés à l'étape suivante. Là, il a commencé à nous donner des budgets par rapport à ce qu'on voulait comme plan. Il nous a donné plusieurs plans de maison, en fait. Ouais. Avec la superficie qu'on voulait, évidemment. Donc, il nous a donné 2 ou 3 plans. 3 plans différents. Oui. Il y en a un que je lui avais donné aussi. Ouais. Je voulais une forme C'était de maison. que tu lui avais donné, et puis les 2 autres, c'était son choix, lui, enfin son design à lui. Et on a opté pour un de ces designs, de ces 2 designs. Et voilà. On y est, oui. Et encore là, il nous a donné 2 choix par rapport au toit de la maison aussi. Ça a été des discussions avec lui. Il y a eu beaucoup de discussions. Mais, donc finalement, on s'est mis d'accord sur le plan de la maison. Et à ce moment-là, il élabore le contrat. Qui est relativement détaillé. Oui, là, tout. C'est tout. Oui, même le calcul pour le béton dans les colonnes. La quantité de béton, la quantité de fer. De métal qu'ils utilisent, donc le rebar pour ce que vous appelez en France ou en Belgique le chaînage. Enfin, c'est le prix pour tout des ladrillos, donc les briques. Oui, parce que nous, on voulait des briques. Nous, on a une construction un peu spéciale, donc on voulait des briques. Donc, il y avait le prix des briques, il y avait tout. Toutes les finitions, les sanitaires, le circuit électrique, enfin, tout est détaillé, c'est vraiment détaillé. Avec le prix pour chaque chose, prix à l'unitaire et prix total. Les carrelages. Les carrelages, tout est compris. Alors à ce moment-là, vous avez le contrat. Et si vous êtes d'accord avec le contrat, à ce moment-là, on passe. Il insiste pour ça et nous, on insiste aussi, franchement. Il veut que le contrat soit passé chez un notaire pour qu'il n'y ait pas de problème entre nous, les contractants, et lui, le contracteur. Aussi stipulé que j'ai contacté l'avocat avec qui on fait affaire pour qu'il révise le contrat avant et qu'il nous donne son avis et voir si le contrat était correct. Et ça a pris 2 jours et il nous a recontacté après en nous disant go ahead, il n'y avait pas de problème, le contrat était bien. Donc on est passé à l'étape suivante, on a été le faire notariser à Porto Viejo. Ouais. Alors avant de vous parler de l'étape de la construction en tant que telle, il faut vous signaler que le prix qu'ils vous remettent au mètre carré, c'est pour la maison, donc pour la vivienda, pour rien d'autre. Oui, il y a tous des petits à côté auxquels vous devez vous attendre, du style, dans le coin où on est, il n'y a pas de d'égouttage. Aucun raccordement à l'Alcantarilla, c'est prévu pour le futur, mais bon, comme partout en ici, Équateur, le futur c'est vaste. Les notions de temps. Ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 40. Donc on a dû faire construire une fosse septique. Voilà, avec des versements naturels, ouais. Toutes les informations. Donc cela, et puis bon, on a un raccordement à l'eau de ville, eau potable, eau de ville. Mais comme il y a énormément de problèmes dans la province du Manabí au niveau de la distribution d'eau, quand ils construisent une maison, automatiquement ils construisent une citerne. Donc, nous avons une citerne. Sont des frais en plus. Il faut compter ça. Et alors tout ce qui est autre que la maison par elle-même, simplement la cour ici derrière, qui doit être bétonnée ou carrelée au suivant. Donc, tout ça c'est des prix en plus. Bon, il y a évidemment le jouet là derrière. Ça c'est notre petit jouet. C'était voulu. Mais bon, par exemple le mur,
Oui. là derrière. C'est conseillé ici. Quand vous n'habitez pas dans une urbanisation, il vaut mieux avoir un mur autour de chez vous. Ouais. Et même de toute façon, il y avait le mur du voisin Ouais. qu'au départ on devait utiliser, puisque bon, apparemment ici il y a une loi, à mon avis, dont on parle dans la vidéo précédente, qui vous autorise à utiliser le mur qui est sur place. Malheureusement, le mur du voisin était en très mauvais état, disons. Et bon, on nous a conseillé de faire notre propre mur, et c'est ce qu'on a fait. On a collé notre mur au sien. Ouais. Donc tout ça pour dire que ce sont des frais supplémentaires auxquels vous devez vous attendre. Pas rien que le prix de la maison. Non. Alors en ce qui concerne la construction, en tant que telle, l'étape de la construction, ben, ça a débuté le 26 janvier. Ouais. Ils ont commencé par la citerne. Oui, parce que bon, on n'aurait pas le permis de... pas le permis de construire. Si on commence, mais on entend le permis de construire, mais c'est pas vraiment un problème. Oui, comme il connaissait des gens là au municipio, il nous a dit « Ne te préoccupes, on aura le permis, mais bon, on va commencer par la citerne parce qu'on va avoir besoin d'eau pour tout ce qui est ciment et tout ça. » Donc, ça a été la première chose. Notre première facture d'eau a été assez ouais. cinglante pour le pays. Bon, c'est pas cher comparé à chez nous. Mais pour le pays ici, c'était une belle facture, hein, parce que bon, ils utilisent énormément d'eau pour faire les ciments, les mortiers. Donc, aussi d'autres petites surprises qu'on a eues, c'est au niveau du raccordement à l'électricité, même le raccordement à l'eau, ouais. Parce que oui, il y a l'accès à l'eau qui est à l'avant de la propriété. Juste devant la propriété. Oui. Mais il n'y avait pas de compteur ni rien, donc on a dû aller à la compagnie d'eau, demander un raccordement. Oui. Mais, chose aussi ici, c'est vous devez acheter votre compteur vous-même. C'est pas eux qui le fournissent, vous allez dans une quincaillerie et vous achetez votre compteur à eau. Le compteur est scellé, oui. Faut préciser. Le compteur est scellé, mais il y a un numéro dessus. Il faut que vous achetiez le compteur là, dans une quincaillerie et puis vous retournez aux municipaux. Vous leur donnez le numéro du compteur et eux vont l'enregistrer dans leur système. Donc, et après ça, vous ramenez ça au chantier et les constructeurs s'occupent de monter le... La même chose pour l'électricité. L'électricité, c'était un plus gros problème parce que bon, le réseau passe ici derrière, pas loin, une centaine de mètres, mais ils ne veulent pas le faire. En somme, la compagnie paye 30 mètres en dehors du réseau et après ça, ben, le supplément est à votre charge. Donc, ben, pour nous, il est à 100 mètres, il est dans la rue un peu plus loin et on a dû... ils nous ont raccordé sans aucun problème. La seule chose, c'est qu'on a dû financer les 100 mètres. On a dû acheter le câble. Ouais, les 70 mètres restants, donc du premier poteau, et on a dû acheter les poteaux électriques aussi, qui sont juste des cannes en bambou, donc c'est pas vraiment cher, ça coûte 5 $ la cagnard. Ouais. Mais enfin, ça fait bizarre parce que bon, ben, on dit il faut acheter tes poteaux, il faut acheter ton câble toi-même. Ok. On a notre propre ligne, ouais, donc, rien qu'à nous. Si un jour on veut partir, on reprend notre ligne avec nous parce qu'il y a quand même 70 mètres de câbles électriques. À ce moment-là, il y a un technicien qui vient, qui regarde si tout est correct et à ce moment-là, ils mettent le compteur. Ouais. Ils font juste le raccordement. L'électricité, le compteur est fourni. Oui. C'est eux qui fournissent le compteur. Mais enfin, c'est toutes des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Tout ça, c'est de l'argent évidemment parce que bon, ben, il faut payer l'extra câble. Même chose pour l'Internet, ils sont venus, la première compagnie avec qui on a fait affaire, ils sont venus, ils ont dit « Oh la caja de connexion est trop loin, donc on ne le fait pas. » Ou alors vous devez mettre vos poteaux en ciment, là, ou en bois. En bois ou en ciment. Et on ne fera pas la dépense pour ça, c'est pas vrai. Donc on a contacté une autre compagnie qui ont accepté de venir, mais là aussi on a eu 30% de plus en câble à payer. Pour eux, ils ont été cherchés à 125 mètres d'ici. Et ils ont utilisé les cannes de l'électricité, les mêmes cagnasses. Et puis bon, ben, on a évité d'acheter ça, mais on a dû payer pour le supplément de câbles. Enfin, ça n'a pas été trop non plus, mais enfin... Tout ça, c'est des suppléments. Toutes des petites surprises. Hein. Donc le chantier a commencé le 26 janvier. Ouais. Et
Le gros œuvre a été relativement assez rapide. Ouais. Tout ça, ça a été... Oui, ça a à la monté. fin mars, on est venu, parce qu'on passait régulièrement toutes les semaines, au moins une fois par Ouais. semaine, voir le chantier. Et à la fin mars, je me souviens, on est passé et l'entrepreneur était là il nous a même dit ça va plus vite que ce qu'on pense, donc Ça va être vite. ça va être vite fait. Ouais. Donc on s'attendait à waouh. Il avait dit fin mai, hein. Ouais, il avait dit au départ sur le contrat, il stipulait fin mai. Fin juin. sur Ouais, le fin contrat. juin, le 26 juin, maximum. Mais en voyant comment ça avançait, il avait dit oh, fin mai, Ça devrait aller. ça devrait aller. On a donc donné notre nom là où on louait. Oui. Et puis au 15 mai, on s'est rendu compte que ça ne sera jamais prêt. Jamais. Donc on a dû moyenner avec La propriétaire de notre location. logement pour prolonger notre location. Et puis là, ça a commencé à vraiment prendre du retard. On a d'abord eu les pluies incroyables de mars et avril qui ont causé des inondations terribles. Donc ils ont été ralentis dans leur travail. Un camion qui s'est embourbé ici. Ils sont venus livrer du métal, du rebar. Le camion s'est pris dans la boue. Là. Enfin, c'était bordel. Bon, ça a pris là une quinzaine de jours, 3 semaines de retard. Puis il y a eu le problème des briques, comme on voulait. Ah ouais, les briques. On voulait une partie des murs en briques, donc il les a fait fabriquer à Cuenca. Mais là aussi, ça a pris du retard parce qu'elle n'avait pas la taille. Puis le camion est tombé en panne. Oui, puis le camion est tombé en panne, donc ça a reporté encore. Là aussi, on a pris à peu près 15 jours dans Ouais. les lattes avec le retard. Et ça a été comme ça jusqu'à la fin, hein, des retards après retard. Et bon, on ne se plaindra pas trop parce que quand on compare, j'ai de la famille qui fait bâtir pour le moment en Europe. Et puis quand je vois le cirque là-bas, du moins en Belgique, c'est assez comique. Donc ça fait plus d'un an maintenant que c'est en route leur chantier et puis ils n'ont toujours pas de toit, donc ça va bien. Mais bon, nous autres ici, pour les coteurs, ça a pris du temps. On a eu un retard par rapport au contrat, parce que c'était dans le contrat, ça devait être fini fin juin, on a eu un retard d'un mois et demi. Ouais. Donc on a pu rentrer dans la maison le 12 août au lieu de fin juin, quoi. Mais on ne va pas trop se plaindre. Non. On a dû moyenner avec lui quand même pour certaines choses, parce que tout compte fait dans le contrat, il y a des clauses de retard et tout, mais enfin, on a pu s'arranger avec lui, on a été patient. Son problème à lui, c'est plus un manque d'organisation par rapport aux contracteurs avec qui il travaille justement pour les finitions et tout. Donc tous les différents corps de métier. Ici, pour les portes, pour les portes fenêtres, les meubles de cuisine, les portes intérieures en bois, la porte principale en bois, les portes du mur du Ceramiento qui sont métal, le portone, tout ça, ce sont des contracteurs différents. Et mais ils s'y prenaient à la dernière minute tout le temps et forcément... ils avaient d'autres chantiers, ces gens-là, donc il a dû faire appel à d'autres avec qui il ne travaillait pas d'habitude, des trucs comme ça. Et ça a donné des résultats parfois un peu scabreux. Vous verrez les photos ici, avec en particulier le comptoir en marbre, qui a été un vrai folklore. Et puis les portes ici, les portes françaises, qui aussi assez ne sont spéciales, pas comme on le voulait, mais bon, si on ne voulait pas attendre un autre 6 mois, on s'est contenté de ce qu'il y avait. Et puis, au niveau contracteur, ça a été pénible. Et alors, on lui avait demandé des châssis en PVC aussi. Il nous avait mis dans le contrat, OK, châssis en PVC. Et puis, il s'est rendu compte que les personnes avec qui il faisait affaire pour les châssis en PVC, la compagnie n'existait plus. Donc, on a dû discuter avec lui parce qu'il voulait nous en mettre en aluminium et on ne voulait pas. Pas question d'aluminium. Non, moi je suis anti-aluminium pour les fenêtres. C'est incroyable. Ça fait du bruit, c'est horrible. Je ne voulais pas de ça. Mais il le savait dès le départ, il n'a pas rechigné parce que tout compte fait, au départ, on avait dit des fenêtres en PVC, comme il ne savait pas les fournir. On s'est débrouillé nous autres. Ouais. Il a dû le décompter de son contrat, évidemment. Et on a nos châssis en PVC. Et on a nos châssis en PVC. Quand on veut, on peut. Oui.
Ils sont un peu bornés Ouais, aussi. et alors ils se basent beaucoup sur leur construction à eux. Oh, ici on aime ça comme ça. Oui. Tout à fait d'accord, j'ai aucun problème avec ça, mais moi j'aime pas. Si je n'aime pas, j'aime pas. Je vais pas mettre quelque chose que je n'aime pas, même si ici c'est à la mode. Oui, En justement avec ça, particulier les carrelages brillants. Ils aiment les carrelages brillants, Oui. ici c'est incroyable. Donc dans les choix, il vous donne, enfin lui, il nous a donné 3 choix de carrelage. Et on lui avait dit on veut quelque chose de mat. Et les 3 choix, il y en avait un plus ou moins mat et les 2 autres c'était brillant, brillant quoi. Donc on lui a dit non, ça ne va pas. Donne-nous la gamme de prix dans laquelle on peut aller chercher et on a trouvé nous-mêmes et il est allé, on lui a dit à tel endroit on a trouvé, il est allé les chercher, mais on a dû Je crois qu'on discuter peut signaler beaucoup. le prix du carrelage par lui-même. Hein. Il nous chargeait 33 $ avec la pause, 33 $ du mètre carré pour le carrelage. Ça incluait le mortier, le bandex et la main-d'œuvre pour le poser. 33 $. On lui a dit, ouais, ben, écoute, c'est combien le carrelage par lui-même, juste la tuile. Et il nous a dit, ben, ça revient à 12 $, 11-12 $. Ouais. Et pour finir, on en a trouvé nous qui nous plaît à 8 $, 8 $, 99. Donc on y a gagné, ça aussi, il a dû le décompter de ce contrat. Donc, Enfin, c'est toutes des choses. Vous laissez pas faire si vous devez discuter avec eux. Ils sont bornés, mais soyez bornés aussi, quoi. Alors, autre chose aussi. Enfin, nous, dans notre expérience, ils ont un maître de chantier sur le site. un maestro de obra. Maestro de obra, qui vit sur place pendant tout le chantier, pour chez nous. Ils ont construit au départ une petite cabane là-bas dans le coin de la propriété, dans laquelle ils dormaient, et quand la maison a pris forme et tout, ils se sont installés. Ils sont déménagés dans notre maison. Donc ensemble, vu sous cet angle, on a acheté une maison, donc on fait usager. Oui, mais enfin, au moins, le chantier était sécurisé parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des choses de valeur, style tout ce qui est métal et tout ça, quoi. Donc, Une dernière petite chose, on va parler des critères de sécurité ici qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ils travaillent, disons d'une façon, ils travaillent très bien. Ça, je tiens à le préciser. Ouais. Ils font du bon boulot. Mais avec un complet disregard, comme on dit en anglais, de la sécurité sur le chantier. Quoi. Ils travaillent sans bottines de sécurité, sans casque, mais ils travaillent en flip-flop, en claquettes, comme vous dites en France. Et puis, des échafaudages assez branlants. Oui, des échafaudages en bambou. Mais qui sont habituellement bien faits. Mais ici, comme la maison est un single level, donc c'est un style bungalow, donc il n'y a pas d'étage. Ce qui diffère évidemment de la maison habituelle de la côte, le fameux, ce qu'on appelle nous, bataillon carré, qui est la maison carrée, comme on voit partout ici sur la côte, et avec un toit plat. Fait avec des... Comment ça s'appelle ce matériau-là? Oui, je sais, j'ai tapé. Des tôles ondulées, là. C'est des éternites. Des éternites, donc ils font ça, et alors après ça, il y a des infiltrations d'eau, parce que les toits sont plats, donc forcément, quand il pleut... Oui, les joints qui font, au fur et à mesure, avec la chaleur, le soleil et tout, ça sèche, ça craque et l'eau pénètre. Nous, on ne voulait pas d'un bataillon carré, on voulait une maison en forme de maison, avec des briques et avec des blocs et avec un peu de tout. Avec des toits, avec des toits en pente et des trucs comme ça. Quoi. Donc tout ça, ça coûte un peu plus. Ça, je tiens à le signaler quand même, parce que ce sont des détails qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ils peuvent le faire, mais ils chargent un peu plus, justement, à cause de la difficulté. Un toit, par exemple, comme nous avons, c'est plus périlleux. Ouais. Donc voilà, donc leurs critères de construction ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils font du funambule sur les poutres sans aucun moyen de sécurité. Donc Mais
C'est comme ça ici. C'est comme ça ici, et ils travaillent super bien. Ouais. Les gars travaillent super bien, ils savent travailler le ciment, travailler les blocs, ils travaillent bien. Les murs sont droits. Les murs sont droits comme je ne l'ai jamais vu. Au Canada, on travaille beaucoup avec le bois, avec du 2x4, du plywood. Ils font les maisons en bois, mais bon, le climat l'impose, et les murs sont rarement bien droits. Ici, avec des portées comme ils font en ciment, avec des fondations qui font... Ouais. Le seul petit problème, comme on est dans un endroit avec des activités sismiques assez importantes, on a déjà eu la semaine dernière quelques petites secousses très faibles, mais assez que pour avoir déjà des petites fissures dans le ciment de revêtement, donc ce qu'ils appellent le N-Sealer, donc c'est leur vêtement qu'ils mettent pour lisser les murs. Il y a déjà des petites craques parce que immanquablement on est sur une zone sismique et on a quasi tous les jours des petites trémolus. Oui, nous on ne le sent pas, mais le mur nous montre. Oui. Mais bon. Il faut faire avec, hein, on a choisi de vivre ici. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, un petit résumé pour ma part. Si c'est à refaire, je ne le fais plus. C'est fini pour moi. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Parce que c'est très stressant. C'est toujours des arguments avec les contracteurs pour avoir ce qu'on veut. Parce que sans ça, ils font à leur tête. Et bon, c'est pas ce qu'on veut et c'est inutile, quoi. Donc c'est beaucoup de stress, beaucoup de déplacements. Pour moi c'est fini. Ou c'est acheter fait, ou c'est louer. Mais personnellement faire bâtir, non. Heureusement je suis vieux, donc il y a grande chance que je ne devrais plus jamais faire bâtir. Donc voilà. Oui, je ne pense pas non plus que je me relancerai dans l'aventure de faire bâtir. Je me plais super bien, on est dans un endroit quand même, c'est rare de trouver un endroit calme, enfin c'est calme pour le moment, on verra. La preuve, on est le soir, il n'y a aucun bruit derrière, c'est très calme comme endroit. Bon, on espère que ça va durer. Ouais. Mais c'est vrai que trop de stress. Parce qu'il y a en plus le problème pour nous, il y avait le problème de la location. Quand on a choisi notre location à Manta, on avait trouvé une entente avec la personne. Vous devriez le voir aussi dans une vidéo précédente, où on avait une clause dans notre contrat de location, où on avait mis qu'on louait pour 1 an, mais avec l'option de sortir de la maison après 9 mois ou 10 mois, puisqu'on faisait construire. Et du coup, on est resté l'année complète, mais depuis le mois de mai, en somme, on est en contact avec, nous étions en contact avec notre propriétaire, à lui faire reporter, non, on part pas ce mois-ci, on part le mois prochain, et puis on a encore 1 mois, et puis, non, encore 1 mois. Et bon, à chaque fois, c'est reporter. Elle nous a pas posé aucun problème, elle a été super gentille, super sympa, mais... et pour finir, on s'est retrouvé dans un Airbnb. Oui, parce que finalement, on a dû sortir après 1 an, on a dû sortir de la maison, et on voulait pas signer un bail, donc on a dû sortir de la maison, on s'est retrouvé dans un Airbnb à l'autre bout de... Non, c'est fini pour moi, c'est fini. J'espère que c'est fini et qu'on va rester ici. Donc voilà, c'était notre vécu pour un chantier de construction. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Celui qui n'a pas peur du casse-tête, go for it. Ouais. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur la page, les poser ici en dessous. On va vous mettre le lien quand même de l'entreprise de construction. Et peut-être le lien de notre ami qui a son entreprise de construction dans le Santa Elena et du maestro de Obra qui était un gars super génial, il travaille super bien de ses mains et il fait un peu tout comme ouvrage. Oui, il est soudeur de formation. Mais il peut faire de tout, du carrelage, du ciment, il monte des murs. Il a carrelé la pergola ici. Le carrelage qu'on voit ici, c'est lui qui l'a fait. Il a fait après le chantier. Et c'était lui le maître de chantier, donc tout ce qui devait être réglé, corrigé, il le faisait tout. Donc, il a des solutions. Il a tous les problèmes, il est vraiment extraordinaire, c'est un jeune et
Il a déjà pas mal d'années d'expérience dans le métier et Il est super sympa. comme le travail n'est pas régulier, disons, il cherche toujours des petits jobs, donc on va mettre son contact si quelqu'un est intéressé à faire des petites modifications à la maison ou tout, il faut le contacter. Il travaille pas cher de 1 et de 2, il est d'une extrême compétence. Super gentil gars. Ouais. Oui, n'oubliez pas de souscrire. De liker, de commenter. Et quoi d'autre? Contacter sur la page si vous voulez. Ouais, voilà. Ok, that's it? Ouais. Ciao! À une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quel sera le sujet, mais à tout bientôt. Ciao, ciao!